Je m'appelle Noël Mamère. J'ai été maire de Bègles pendant 28 ans, de 1989 à 1997. J'ai été député écologiste à l'Assemblée nationale et j'ai même eu l'honneur de faire partie des 6 premiers députés écologistes qui sont entrés à l'Assemblée dans l'histoire de la République. J'ai aussi eu la chance d'être le candidat des Verts à l'élection présidentielle en 2002. Je dis une chance parce que c'est formidable de pouvoir porter le projet de sa famille politique devant l'ensemble de la société. Et je pense que ça a été un moment important, à la fois dans ma vie de militant, comme dans ma vie personnelle. Je suis donc un vieux militant écologiste qui est en quelque sorte tombé tout habillé dans l'écologie, qui n'était pas une expression que l'on employait à l'époque, quand je suis arrivé à l'université à Bordeaux, et où j'ai eu la chance de rencontrer les groupes d'amis de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau, deux penseurs de l'écologie que l'on redécouvre aujourd'hui et qui sont restés très longtemps dans le silence forcé d'une certaine manière. Jacques Ellul a été par ailleurs mon professeur à Sciences Po à Bordeaux. Et donc je suis très content de pouvoir m'adresser ici aux militants d'Europe Écologie Les Verts qui vont devenir les écologistes, à tous ces jeunes militants qui sont très engagés dans le combat contre le réchauffement climatique et pour ses conséquences environnementales, sanitaires et sociales. Des militants, une génération que j'admire et dans laquelle je crois beaucoup, qui aujourd'hui a parfaitement conscience de l'urgence, qui n'accepte plus les petits pas, comme le disait si bien Nicolas Hulot, et qui, par son activisme, veut bousculer les choses et veut que cette exigence qu'il formule soit traduite aujourd'hui dans des politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle il faut leur dire, leur répéter et jamais s'en lasser qu'un parti politique, ça sert à formaliser politiquement une exigence. Et que si l'on reste à côté, si l'on se contente d'avoir une méfiance durable vis-à-vis des partis politiques qui ont beaucoup de défauts, c'est-à-dire vis-à-vis du vote, alors on ne changera pas réellement la société. Oui, c'est vrai, la société change par le bas, par la mobilisation des masses, pour employer une expression qui est peu courante aujourd'hui. C'est une mobilisation à la base de tous ceux qui vivent, y compris d'ailleurs, surtout de ceux qui souffrent le moins, au service de ceux qui sont les plus vulnérables. Mais il faut que ce soit formalisé politiquement par des politiques publiques. Et nous en sommes très loin dans ce pays. J'ai souvent l'habitude de dire que l'écologie, pour beaucoup, c'est une idée neuve. Mais c'est une idée neuve qui vient de loin. Les penseurs de l'écologie ont toujours été présents. Sauf que le capitalisme et le néolibéralisme les ont mis de côté. La stratégie du capitalisme au nom du progrès que nous avons critiqué, en tout cas une certaine forme de progrès, a consisté à nous enfermer dans une sorte de ghetto qui est l'environnementalisme. Et bien souvent, nos partenaires politiques nous ont considérés comme les sous-traitants verts. Ça fut le cas pendant longtemps avec la social-démocratie. Or, la pensée écologique, c'est une pensée holistique. C'est une pensée qui recouvre, pour employer une expression qu'utilisaient mes confrères journalistes sportifs, qui concerne tous les compartiments du jeu, tous les compartiments de la société. C'est la raison pour laquelle il faut toujours établir un lien indissociable entre les questions écologiques, les questions environnementales et les questions sociales. D'ailleurs, on s'aperçoit que les victimes d'injustices sociales sont en général les premières victimes des injustices environnementales. C'est ce que j'appelle la double peine. Et la réalité est que si on se retourne un peu, on peut contextualiser cet activisme des jeunes générations et leur montrer que ce qu'ils font, ce n'est que la poursuite, et c'est très bien, d'une longue chaîne qui a commencé dès le XIXe siècle. On va citer 2 auteurs dans lesquels nous nous reconnaissons. L'un qui est très connu, qui s'appelle Henry David Thoreau, Henry David Thoreau, pour parler comme les Anglais, qui est un Américain du XIXe siècle et qui est connu pour être le père de la désobéissance civile. À l'époque où les États-Unis d'Amérique pratiquaient l'esclavage et étaient en guerre contre le Mexique pour prendre possession de la Californie, Thoreau a décidé de ne pas payer ses impôts parce qu'il était contre l'esclavage et parce qu'il était contre cette guerre menée contre le Mexique.
Et il a écrit un petit texte qui a été intitulé, après sa mort, Désobéissance civile, qui est devenu une sorte de Bible, entre guillemets, pour tous les grands désobéissants de la planète, de Gandhi, en passant par Luther King, ou les anglo-saxons qui ont beaucoup pratiqué la désobéissance civile, ou par exemple José Bové et moi-même, lorsque, par exemple, nous arrachons un pied d'OGM, ou lorsque je marie 2 hommes bien avant que la loi l'autorise en 2013. Mais Thoreau, ce n'était pas que ça. Thoreau, c'était l'homme qui, avec sa mère et avec sa sœur, appartenait à un réseau souterrain d'aide aux fuyards, aux esclaves qui fuyaient les plantations, Underground Railroad. Et il a fait passer beaucoup de fuyards vers le Canada. Il a donc joué un rôle très important dans ce soutien à la dignité de l'homme. Et de notre côté, il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le transcendantalisme, qui a été formulé par son maître à penser, qui s'appelait Ralph Waldo Emerson, qui était un philosophe américain. Et il s'est réfugié pendant quelques semaines dans les bois de sa ville de Walden. Et il a écrit un livre qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois, qui est un livre culte aux États-Unis et que lit d'ailleurs le héros du film Into the Wild de Sean Penn, alors que ce héros se fait digérer par la nature. C'est pour ça que Thoreau, pour nous, en tout cas pour moi, c'est une figure dans laquelle nous nous reconnaissons, parce que c'est à la fois la question de la relation à la nature, de la relation de l'homme à ce qu'on appelle le monde des vivants, pour parler comme Baptiste Morisot aujourd'hui, et en même temps un engagement au service des damnés de la terre. Et je crois que Thoreau, il faut le relire dans les deux sens et ne pas garder simplement qui la désobéissance civile ou qui Walden ou la vie dans les bois. À la même époque, un petit peu plus tardivement, au début du XXe siècle, un philosophe français, né d'ailleurs à Sainte-Foy-la-Grande, chez moi, dans le sud-ouest, Élisée Reclus, que l'on redécouvre aujourd'hui, et qui a écrit des choses très importantes sur la question écologique, en fait. C'était un universaliste, un humaniste, anarchiste, et la pensée anarchiste est toujours très, très proche de la pensée écologiste, la pensée anarchiste et libertaire. Et Reclus, que l'on redécouvre aujourd'hui, a écrit par exemple des choses extraordinaires, notamment dans ses récits Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne. Et il a écrit 40 ans avant Charbonneau un texte majeur sur la question de la nature que Charbonneau en 1937 a écrit sous le titre « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire ». C'était un texte qui arrivait 40 ans après celui d'Élisée Reclus et qui était doté d'une force puissante dans laquelle nous devons nous retrouver. Car la question de la nature, c'est la question de la relation de l'homme à son cadre de vie, à son environnement, à son entourage, comme le disait Bruno Latour. Et c'est ça qui doit susciter chez nous la révolte, l'indignation et l'action pour changer l'état des choses, pour faire en sorte que nous ne soyons plus dans cette philosophie cartésienne de l'homme est maître et possesseur de la nature, mais le remettre en cause. C'est d'ailleurs sur ce sujet-là que les penseurs de l'écologie ont construit leur œuvre, ont construit leur analyse de la société pour que précisément on sorte de cette logique qui a détaché l'homme de la nature, comme l'explique très bien aujourd'hui un philosophe comme Philippe Descola. Ça, ce sont les premiers. Puis à leur suite, il y a eu des penseurs au début du XXe siècle, dans les années 30. Ils faisaient partie d'un mouvement d'ailleurs qui s'appelait les non-conformistes. Je pense à ces deux hommes avec lesquels j'ai milité, qui ont beaucoup compté dans mon engagement et qui ont changé complètement ma vie. C'est Jacques Ellul qui, avec Lewis Mumford aux États-Unis, l'un des premiers penseurs de la technique et de la méga-machine. Ellul a écrit un livre en 1954 qui s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle » et qui explique que le progrès technique n'amène pas forcément le progrès humain et que si on ne contrôle pas le progrès technique, il s'autonomise et il peut se retourner contre le progrès humain. On voit aujourd'hui tous les débats qui ont lieu autour de l'intelligence artificielle, des manipulations génétiques, y compris d'ailleurs celles des OGM, qui peuvent entraîner une véritable révolution dans l'artificialisation de l'homme et dans sa marchandisation. Mumford avait écrit au même moment des
des bouquins très importants sur la question de la méga-machine. Et lui a aussi beaucoup travaillé sur la question de la puissance, ou plutôt de la non-puissance, c'est-à-dire sur la question de l'autolimitation. Et on voit bien aujourd'hui que nos sociétés, qui sont dotées d'outils techniques extrêmement puissants, sont aussi des sociétés qui se rendent fragiles par cette puissance quand elles ne la mettent pas au service de l'homme, quand elles ne la mettent pas au service d'un projet, mais au service d'intérêts, quand ce n'est pas contrôlé. C'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple d'Elon Musk ou d'autres libertariens de ce genre qui, finalement, sont des véritables menaces plutôt que des outils de libération et d'émancipation des sociétés humaines. Jacques Ellul et Bernard Charbonneau avaient 26 ans quand, en 1937, ils ont écrit un texte dans lequel on peut se reconnaître, nous les écologistes aujourd'hui, qui était d'une très grande modernité, qui était un texte qui s'intitulait « Directive pour un manifeste personnaliste ». Ils appartenaient en effet à un mouvement des années 30, qui a été créé par Emmanuel Mounier, qui s'appelait le mouvement personnaliste, dont ils se sont séparés plus tard. Mais ce qui est très important dans ce texte, c'est que pour la première fois, deux intellectuels écologistes, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, portaient une critique non marxiste de la société. Et c'est sans doute pour cette raison qu'ils ont été pendant longtemps mis de côté, étouffés par l'impérium de la pensée marxiste qui a dominé jusque finalement à la chute du mur de Berlin en 1989. Je cite ces auteurs parce que je les fréquente beaucoup, mais ils ne sont pas les seuls. Quand on est écologiste, il faut absolument citer un auteur majeur qui a été très influencé par la Shoah et par Hiroshima. C'est Gunther Anders, qui est l'homme de la pensée de la démesure, celui qui a parlé, qui a si bien décrit ce qui est aujourd'hui notre fêlure, ce qui est aujourd'hui notre menace, qui fait que nous sommes face à une question existentielle, c'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne, c'est-à-dire que l'homme se pense comme Prométhée, capable de voler le feu, et au nom de sa puissance technique, de pouvoir tout contrôler, y compris les autres hommes. Et on voit bien que cette puissance technique, elle amène là où nous en sommes aujourd'hui, à ce dérèglement climatique, à ces inégalités absolument incroyables et à ces menaces, y compris sur notre propre humanité. On peut citer aussi d'autres auteurs qui ont beaucoup compté, parce que la chaîne, comme vous pouvez le constater, elle ne s'est jamais interrompue. Il faut citer Commoner qui s'est beaucoup battu sur la question du nucléaire, un penseur américain. Il y a beaucoup de penseurs américains, dans ce pays pourtant ultralibéral, qui sont des références pour les écologistes. Parmi eux, celui qui est le plus célèbre aujourd'hui, chez les écologistes français, c'est Murray Bookchin. Murray Bookchin qui est à la fois un défenseur de ce qu'on appelle l'écoféminisme, qui explique que la domination sur les femmes entraîne la domestication de la nature. Et il a été le penseur d'une forme de gouvernance qui s'appelle le municipalisme libertaire. C'est lui qui a inspiré, en France, aux dernières élections municipales, un certain nombre de listes municipalistes, c'est-à-dire une certaine horizontalité et une manière, finalement, de conduire, de gouverner par ce qu'on appelle l'autogestion. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que Bookchin a inspiré les Kurdes de la Rojava. Et d'ailleurs, Öcalan, qui était considéré comme un terroriste, dans sa prison, lisait les écrits de Bookchin et entretenait une correspondance avec lui. Je pense qu'il faut aussi maintenant regarder quel est le rôle qu'ont joué des grands penseurs français. Alors, évidemment, avant de passer à ces penseurs français, il faut, dans les années 70, un incontournable des incontournables, c'est Ivan Illich. Ivan Illich, l'homme de la convivialité, d'une société sans école, qui avait son centre culturel à Cuernavaca, au Mexique, qui était devenu un lieu référence pour beaucoup d'intellectuels, et beaucoup d'intellectuels écologistes. Et Illich a lui aussi joué un rôle très important dans la place de l'homme dans la société et dans l'analyse qu'il a produite des dérives de nos sociétés vers l'uniformisation, pas simplement ça,
et vers, par exemple, une surmédicalisation et sur des systèmes éducatifs qui ne contribuaient pas à l'émancipation et la connaissance des enfants. Et puis en France, eh bien, il faut citer bien évidemment, parmi les figures les plus emblématiques, en dehors de Ellul et de Charbonneau, que l'on commence à connaître aujourd'hui. Ellul était très connu dans les universités américaines parce que son livre a été très vite, la technique ou l'enjeu du siècle a été très vite traduit par Aldous Huxley. Et donc, il était inconnu en France, mais très connu aux États-Unis. Charbonneau est resté longtemps dans le silence, mais maintenant on le connaît. Et donc, il y a derrière eux des penseurs, évidemment, un penseur majeur, deux penseurs majeurs dans l'histoire de l'écologie. C'est André Gorz, évidemment, qui était d'une culture marxiste et qui a apporté beaucoup à l'écologie et qui a introduit d'une manière, j'allais dire, massive et irréversible la question sociale dans la pensée écologique. On nous reprochait souvent de ne penser qu'aux questions d'environnement et de ne pas lier les questions d'environnement aux questions sociales. Eh bien, Gorz a été l'un de ceux qui a apporté cet outil majeur dans la réflexion écologique. Et puis, Cornelius Castoriadis, qui appartenait à la même génération et qui, lui aussi, a beaucoup apporté. Alors, ça, je fais le savant quand je dis tout ça, mais en même temps, on ne peut pas être un écologiste sans avoir une connaissance minimum de ce qu'ont apporté ces penseurs critiques. Ces penseurs critiques, ils sont toujours extrêmement vivants, extrêmement pertinents, extrêmement d'actualité, donc il faut les lire et les relire, et il faut écouter et s'intéresser à ceux qui aujourd'hui connaissent bien leurs pensées et qui en sorte en assument la perpétuation, la continuité. Donc il y a toute cette nouvelle école qu'on appelle les écophilosophes, à la tête desquels se trouvent des personnalités comme Baptiste Morisot, et puis il y a eu, dans une période beaucoup plus récente, Bruno Latour, qui peut être critiqué pour son absence de mise en cause forte du capitalisme, mais qui est un des auteurs incontournables. En fait, tous ces auteurs, ils sont en train de nous montrer d'une manière éclatante que l'homme ne peut pas être le centre de la nature. C'est toujours cette remise en cause de la conception cartésienne de l'homme maître et possesseur de la nature. Ils sont en train de nous montrer que, et notamment Descola, parmi les tout premiers, que nous devons beaucoup au peuple premier, à ces peuples qui, dans leur cosmologie, font de l'homme un parmi les vivants. Et que si c'est l'homme commence à mettre en péril un maillon de la chaîne, c'est toute la chaîne qui va se casser, et donc la part de l'humanité en l'homme qui disparaîtra, et même peut-être l'espèce humaine. Donc nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples premiers où l'homme n'est plus maître et possesseur de la nature, où nous devons tenir compte de notre entourage et des autres vivants, ce qu'on appelle les autres qu'humains ou les non-humains. Mais aujourd'hui, il est clair que la pensée écologique est une pensée qui fait peur, que les écologistes font peur parce qu'ils posent les vraies questions. Et il n'y aura pas de transformation. La transformation de la société se fera autour des questions que posent les écologistes. Les écologistes ne doivent pas prétendre apporter les réponses seuls. Ce serait une forme de totalitarisme et d'impérialisme qui n'est pas du tout dans la pensée écologique. Mais ils doivent s'ouvrir sur la société et chercher celles et ceux avec lesquels il sera en mesure de transformer cette société, et non pas d'assurer une transition écologique, parce que le mot transition, ça implique la douceur. Il faut savoir que cette transformation écologique, au point où on en est aujourd'hui, elle se fera dans la douleur. Et la douleur, elle sera pour les plus vulnérables. Et donc les écologistes, leur boulot, c'est d'être attentifs à ces plus vulnérables et de savoir comment soigner toutes les cicatrices qu'entraînera cette transformation, qui par ailleurs accouchera d'un monde qui sera bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et quand on veut nous montrer du doigt de toutes parts, aujourd'hui les écologistes qui ont été des lanceurs d'alerte sont devenus les boucs émissaires. Et nous n'avons pas simplement des adversaires, mais nous avons des ennemis déterminés. Et ce sont ces ennemis-là qui aujourd'hui nous reprochent d'être punitifs, qui sont les premiers à nous pénaliser, qui sont les premiers à nous rendre la vie si horrible, parce que en maintenant le statu quo, maintenir le statu quo, c'est ce qu'il y a de plus punitif. Et essayer de mettre en œuvre une société dans laquelle chacun aurait plus sa place, chacun trouverait sa place, sans qu'une petite minorité
profite de l'ensemble de la communauté, il est clair que ce serait une vie meilleure pour tous. Donc c'est ce récit que nous devons construire, que nous n'avons pas encore réussi à faire comprendre à l'ensemble de la société, parce que c'est un récit libérateur, c'est un récit émancipateur. Ce sera très difficile de le faire aboutir, parce que nos ennemis résistent. C'est maintenant qu'on entre dans le dur qui vont le plus résister, y compris d'ailleurs, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, et bien évidemment pas à eux, mais aux plus vulnérables. Donc l'écologie n'a jamais été autant en actualité, aux écologistes politiques de savoir se mettre en ordre pour être à la hauteur de l'exigence formulée par les jeunes générations. Et ceux qui aujourd'hui n'ont pas droit à la parole, ne peuvent rien dire, sont invisibles, et c'est à ceux-là que nous devons le plus. La colonne vertébrale de la pensée écologique, c'est une pensée qui englobe l'ensemble des phénomènes que nous connaissons. Donc ce n'est pas une pensée univoque, ce n'est pas une pensée segmentée, c'est une pensée universaliste. Et dans la mesure où c'est une pensée universaliste, elle accepte l'idée de la complexité du monde. Les écologistes ont toujours eu l'honneur, et il faut le reconnaître, d'être attachés à l'explicitation de la complexité du monde, dans un monde qui justement n'accepte pas cette complexité, qui veut qu'elle soit simplifiée, comme si on était dans un monde binaire, le mal contre le bien, ou le bien contre le mal, comme vous voudrez, et que l'on voit prospérer d'ailleurs dans les médias, en particulier les médias d'information en continu, où il faut être pour ou contre, et il n'y a aucune place pour expliquer ce qui est complexe. Et puis l'écologie, la pensée écologique, c'est une pensée de la tolérance, c'est une pensée de l'acceptation de la différence, c'est une pensée de la générosité, c'est une pensée du partage, c'est une pensée d'une lutte, c'est une pensée qui est axée dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit des discriminations liées à l'orientation sexuelle, à la religion, à ses origines. C'est pour cela qu'elle est universaliste et qu'elle vaut beaucoup plus que ce qu'en disent ses ennemis qui voudraient la réduire à la protection des arbres et des petits oiseaux. Nous valons mieux que ça.